Et si on parlait de sport? Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport, l'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gasson-Conduite et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Audrey. Nos invités, Clément Adam, conseil technique national haltérophilie musculation, et Leilou Lauré, athlète moins de 20 ans catégorie 49-55 kg, 4e des derniers championnats de France, et David Bossian, président Ligue Occitanie d'haltérophilie, que nous entendrons par téléphone de Riyad en Arabie Saoudite. Bonjour à tous les deux. Bernard Laguens, vice-président du comité départemental de tennis de table de la Haute-Garonne, maire de Sénarens et responsable de la commission nationale de la Fédération nationale de sport en milieu rural, et Freddy Janqui, conseiller technique du comité départemental de tennis de table, membre de l'équipe technique régionale et ancien joueur de niveau national. Bonjour à tous les deux. Philippe Laurent, conseiller technique de la Ligue Occitanie de rugby. Donc vous l'aurez compris, au sommaire de cette émission, si je vous dis force, souplesse et dynamisme, vous me répondez l'arraché et l'épaule jetée. Pour en savoir plus, c'est à Riyad en Arabie Saoudite que se retrouve la réponse. Nous y serons dans quelques instants pour parler haltérophilie et plus précisément des championnats du monde qui se déroulent en ce moment avec nos correspondants sur place, David Bossian. Et à nos côtés, donc Clément Adam et Leilou Lauré, qui nous parleront du coup de cette discipline dans le département et au sein de la région. En deuxième mi-temps, tennis de table avec un retour sur les championnats d'Europe par équipe qui se déroulent actuellement, donc jusqu'au 17 septembre à Malmö en Suède, et avec donc Bernard Laguens et Freddy Janqui qui nous présenteront donc le tennis de table, ses différentes spécialités, et nous parlerons également de la pratique de cette discipline en Haute-Garonne et dans la région. On enchaîne donc avec l'avant-match et les résultats sportifs de la semaine. Et si on parlait de sport? Avant-match. Et voilà, avec les principaux résultats sportifs de la semaine, et Pauline, ils sont riches cette semaine. On va démarrer par le badminton avec l'Open de Chine. On retrouve nos deux jeunes Français, Delphine Delruy et Tom Jikel, qui sont parvenus en finale du double mixte de l'Open de Chine, tournoi Super 1000. Ils ont laissé malheureusement échapper le titre. Ils ont été battus en 2-7 par les champions du monde. Oui Laurent, et on va continuer avec le triathlon Ironman, et c'est le Français Sam Laidlaw qui est sacré champion du monde Ironman à Nice. Ensuite, en aviron et les mondiaux, à l'image des Bleus, du basket ou de l'athlétisme, les rameurs français ont raté leurs mondiaux. Aucune médaille pour cette équipe française. Le potentiel existe, mais il y a du boulot avant les Jeux Olympiques à suivre en 2024 à Paris. Et toujours dans les mondiaux, mais cette fois en para-aviron, Élure Alberdi et Laurent Cadot ont obtenu une belle médaille de bronze du double mixte PR3 aux mondiaux de Belgrade, d'autant plus importante qu'elle survient alors qu'Élure vient de vaincre le cancer. Celle-là a un goût différent, c'est la médaille de la vie, la médaille de l'espoir, a-t-elle exprimé. Double médaillée paralympique, Nathalie Benoît a terminé deuxième de la finale de skiff PR1. Et alors l'exploit de ce week-end en tennis à l'US Open à Flushing Meadows pour la jeune Coco Gauff de 19 ans, menée 7-1-0. Elle a renversé le match en sa faveur et s'est imposée 3-7 en finale face à la Biélorusse Aryna Sabalenka qui est deuxième mondiale. C'est son premier tournoi qu'elle remporte du Grand Chelem pour la jeune Coco Gauff. Novak Djokovic qui domine Daniel Medvedev en finale du US Open et décroche son 24e Grand Chelem. Personne n'a jamais fait mieux. Une superbe performance de ce joueur emblématique qui est aujourd'hui numéro 1 mondial à nouveau, à 36 ans. En MotoGP, le Grand Prix de Saint-Marin, l'Espagnol Georges Martin avec Pramac a connu un week-end parfait. Après la pole position et la course sprint, il a remporté le Grand Prix de Saint-Marin sur le circuit de Misano. Joan Zarco et Fabio Quartararo, eux, ont terminé respectivement 10e et 13e de cette course. Et ensuite en cyclisme avec la Vuelta, c'est-à-dire le Tour d'Espagne qui se déroule en ce moment. À l'expérience, le Portugais Rui Costa avec Intermarché Circus Wanty a remporté la 15e étape du Tour d'Espagne ce dimanche.
Alors, toujours du vélo, mais là, cette fois-ci en VTT. La Coupe du Monde VTT qui se jouait en descente au Jet, donc en France. À domicile, les Français Marine Cabirou chez les dames et Benoît Coulange ont remporté la Coupe du Monde VTT ce samedi. C'est leur première victoire de la saison. Le 3e chez les garçons, Loris Vierger, 3e. En Coupe du Monde, toujours VTT, mais là, cette fois-ci en cross-country. Le doublé pour Victor Corezzi. 2 jours après avoir remporté la short race, le Français s'est imposé sur la course du format olympique. Et chez les femmes, notre championne du monde, Pauline Ferrand-Prévot, a décroché le podium en finissant 3e. Pour la 6e manche de la Coupe du Monde, Loana Lecomte, elle, termine 7e. On va continuer, Laurent, avec l'Euro masculin de volley et l'équipe de France qui a écarté la Bulgarie en 3-7 et rejoint les quarts de finale de l'Euro. Les Bleus retrouveront la Roumanie qui les avait battus en phase de poule. Et ensuite en football, le match qualificatif à l'Euro 2024, l'équipe de France a conforté sa première place du groupe B grâce à son succès sur la République d'Irlande 2-0. Et ensuite en ce qui concerne le football féminin, le trophée des championnes, l'Olympique lyonnais a conservé son trophée des championnes ce dimanche face au PSG 2-0 au stade de l'Aube à 3 grâce à Dumornay et Le Sommer, un 3e sacre en temps d'édition. Et on va passer au tennis de table, Pauline, avec les championnats d'Europe par équipe. On en parle dans quelques instants dans notre première mi-temps. Chez les femmes, victoire 3-0 devant la Turquie dans le premier tour. Les Bleus sont parfaitement rentrés dans leur compétition. Et chez les hommes, mission accomplie avec une victoire 3-0 face à la Turquie. Et ça continue tout au long de la semaine. En rugby, maintenant, nous allons un petit clin d'œil que j'avais envie de vous faire. C'est avec cette originalité Rugby Heritage Cup, un premier tournoi mondial de rugby scolaire. La bénédictine quasi millénaire de Pont-le-Voix a accueilli du 1er au 7 septembre le premier tournoi mondial de rugby scolaire. Plus de 700 jeunes issus de 24 écoles à travers le monde se sont affrontés sur le terrain pendant une semaine pour remporter le trophée. Victoire du Pays de Galles, 25-5 contre la Roumanie chez les garçons. Et chez les filles, victoire de l'Angleterre, 40-5 devant l'Écosse. Et tout ceci était bien sûr sous l'œil bienveillant de la Fédération française de rugby. En championnat du monde militaire, cette fois-ci, on est champion du monde. C'est un bon résultat de l'équipe de France militaire qui est devenue championne du monde donc en s'imposant en finale au stade de la Rabine de Vannes contre les Fidjiens, 25-23 après prolongation. De bon augure pour la suite, Pauline. Oui, j'ai envie de dire allez les Bleus parce qu'en Coupe du Monde qui se déroule actuellement en France, après avoir tremblé en début de match, le 15 de France est logiquement imposé face à la Nouvelle-Zélande, 27-13, en ouverture de la 10e Coupe du Monde au Stade de France. Les Bleus démarrent idéalement la compétition et font le plein de confiance avant la prochaine rencontre face à l'Uruguay cette semaine. Et c'est jeudi, il ne faut pas oublier. En ce qui concerne les autres résultats de cette Rugby World Cup, samedi 9 septembre, l'Italie a battu la Namibie 52-8. L'Irlande est sortie vainqueur face à la Roumanie 82-8. L'Australie a dominé la Géorgie 35-15. Et l'Angleterre a battu l'Argentine 27-10. Dimanche, il y a eu d'autres rencontres avec l'Afrique du Sud qui a battu l'Écosse 18-3 dans cette poule de la mort telle qu'elle est surnommée. Le Pays de Galles qui a gagné les Fidji 32-26. Et le Japon qui s'est imposé face au Chili 42-12 pour ce premier match au Stadium de Toulouse. Enchaînement idéal pour notre chronique spéciale Coupe du Monde de rugby en compagnie de Philippe Laurent, conseiller technique de la Ligue Occitanie de rugby. Chronique que vous retrouverez tout au long de la Coupe du Monde avec nos consultants spécialistes de rugby en collaboration avec la Ligue d'Occitanie du rugby. Chronique spéciale Coupe du Monde de rugby. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Philippe, tu es donc conseiller technique de la Ligue Occitanie de rugby, mais aussi ancien entraîneur de l'équipe de France de rugby. Tout à fait. Voilà, donc tu as dû te passionner par ce début de Coupe du Monde avec le résultat de nos Français. C'est quoi tes impressions et tes réactions par rapport d'abord à l'ouverture et puis ce match extraordinaire? D'abord du bonheur, parce que de la recevoir à la Coupe du Monde, c'est un moment rare pour notre fédération. Après le match et le lancement de la Coupe du Monde elle-même, elle est très très belle sportivement, avec la prestation de l'équipe de France, et même les rencontres qui ont été jouées jusqu'à présent sont quand même plutôt intéressantes. Donc c'est tout parfait pour l'instant. Alors, techniquement, avec ton œil de technicien, comment tu as vu cette rencontre de l'équipe de France qui est partie un petit peu, c'était chaud au démarrage, et puis tout doucement, j'ai l'impression la machine s'est mise en route, quoi.
C'est très complexe de démarrer, de rentrer dans une Coupe du Monde pour l'avoir vécu. C'est beaucoup de stress pour les joueurs. C'est complexe. Le faire contre la Nouvelle-Zélande, qui est invaincue à match de poule historiquement depuis, je crois, une trentaine de matchs. C'était un gros challenge, quoi. Alors même si l'équipe de France est vraiment très bien préparée, a fait tout ce qu'il fallait pour bien rentrer dans la Coupe du Monde et essayer d'aller le plus loin possible. Ça restait quand même un moment particulier pour les joueurs, même s'ils gèrent très bien leurs émotions et qu'ils ont d'ailleurs des préparateurs dédiés, mais c'est vrai que c'était complexe. Alors la première mi-temps, elle est difficile, d'abord par la qualité de l'adversaire. Il y a un délai de match qui fait que le temps que les joueurs s'affrontent, cherchent des espaces, etc., il y a un petit moment où il y a peu de jeux, où c'est un peu emprunté, où on n'ose pas trop. Malgré tout, sur cette période-là, c'est resté costaud sur les fondamentaux, la conquête et autres. Et donc, ça fait une première mi-temps qui n'est pas magnifique, mais qui est costaud quand même malgré tout. Et puis petit à petit, les joueurs se sont libérés. Et puis la deuxième mi-temps, avec quelques consignes, le match tourne à notre bénéfice avec une organisation collective, une expérience collective du groupe, une énergie aussi très positive qui leur a permis d'aller débloquer le match et puis l'emporter, quoi, ce qui est une magnifique rentrée. Voilà, quelques joueurs d'exception aussi qui ont fait des résultats avec des tirs, ne serait-ce que Ramos qui nous met des buts, des points extraordinaires. Derrière, ça a suivi avec Aldrich aussi. Je crois que c'est vrai qu'on a vu un exploit, quoi, extraordinaire, même si on dit qu'il manquait quelques joueurs de clés dans l'équipe d'en face, quoi, l'équipe de Nouvelle-Zélande. De la même manière pour nous, oui. il y a des joueurs qui ne sont pas là. Le mérite de ces grandes équipes, que ce soit les All Blacks ou la France, on a le mérite d'avoir de très bons joueurs à différents postes et on ne peut pas tout surveiller en même temps. Donc ça permet à un de briller plus que l'autre en fonction des plans de jeu. Et il y a assez de bons joueurs en qualité pour permettre, quand Dupont est très surveillé, à Ramos ou à Aldrich de briller un peu plus. Et c'est ce qui fait les grandes équipes et cette belle performance. Alors, on a vu le très très haut niveau, l'excellence, on va dire, en France, qui fait rêver les grands et les petits. Et les petits, c'est aussi, si je descends d'un cran, qui est aussi ta ligne de conduite, ta mission au sein de cette Ligue d'Occitanie. Je crois que vous avez lancé des équipes, ce qu'on appelle des écoles de rugby pour les petits. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Dans ces enfants, il y a sûrement des futurs Dupont. Toutes les stars ont commencé à quelque part et forcément dans une école de rugby, donc probablement, et on l'espère, ils sont forcément là, on va dire. Oui, il y a un projet depuis plusieurs années de développement des écoles de rugby avec la mise en place de conseillers techniques de clubs qui accompagnent chacun 10 clubs sur le territoire et on est 300 et 25 000 licenciés maintenant en école de rugby. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde, en plus de tout ce qui est mis en œuvre depuis 3 ans, où on a préparé cet événement en structuration des écoles, etc., fait que on peut espérer avoir un petit engouement et qu'on saura les accueillir avec qualité au travers des différentes structures éducatives qu'on peut avoir sur le territoire. Comment ça marche ces écoles ? Donc, quelle est la mission exactement ? Comment c'est mis en place ? Avec qui vous travaillez ? Alors, c'est les clubs, bien sûr, qui accueillent à partir des moins de 6 jusqu'au moins de 14 et moins de 15 pour les filles. Et donc, on a une offre de pratique qui est assez diversifiée avec du jeu à toucher, du jeu au contact et puis du rugby éducatif qu'on pourrait appeler ressemblant à celui des grands, bien sûr, mais qui est aménagé, qui nous permet d'accueillir tous les publics. Et quand je dis tous les publics, c'est en âge, c'est en morphotype, en caractéristiques athlétiques et même mentales, puisqu'on a la possibilité d'accueillir des enfants aussi en difficulté. Notre pratique, elle fait de, comment vous exprimez ça, la différence fait performance en fait. Et donc on a besoin justement de tous les enfants pour faire de belles équipes. Et donc les clubs, les unités de proximité, qui sont des petites structures éducatives sur des milieux ruraux ou qui ont juste peut-être 2-3 catégories. Et donc on a une offre qui est flexible et assez diversifiée aujourd'hui pour augmenter notre accueil et que ce soit une réussite, l'héritage de cette Coupe du Monde notamment. Dernière petite question, si on veut faire partie de ces écoles, si on a des enfants et qu'on veut les faire entrer, où est-ce qu'on s'adresse ? Comment ça se passe ? Alors, il suffit de prendre contact avec le club le plus proche. Si on ne le connaît pas, on appelle le comité départemental de son département. Et là, il vous fléchera vers l'école de rugby qui est la plus proche de votre lieu d'habitation ou de vos aspirations, puisqu'elles peuvent avoir des caractéristiques un petit peu différentes. Et donc voilà, il y a un maillage du territoire aujourd'hui qui est quand même assez grand en rugby.
Non. Voilà. Donc, souhaitez simplement qu'on conclue cette belle Coupe du Monde avec un beau titre et vous serez le plus heureux du monde. Ah, clairement. Philippe, merci en tout cas, Philippe, d'être passé nous voir pour cette première chronique de la Coupe du Monde de rugby. On va pousser derrière l'équipe de France avec vous tous et avec toute votre équipe. Encore merci à la Ligue de rugby d'Occitanie de nous permettre de monter, de créer cette petite chronique que l'on va maintenant retrouver dans toutes les émissions tout au long de la Coupe du Monde de rugby. Philippe, à très bientôt et merci. Merci à vous. Et si on parlait de sport, première mi-temps. Et voilà, donc on enchaîne avec cette première mi-temps et nos invités Clément Aidan et Leilou Yoré. Mais tout de suite de Riyad, en Arabie Saoudite, David Bossian, président de la Ligue Occitanie d'haltérophilie, qui nous donne ses impressions sur les championnats du monde qui ont débuté le 2 septembre. David Bossian, président de la Ligue d'Occitanie d'haltérophilie, bonjour. David, tu es en direct de Riyad en Arabie Saoudite et tu es sur les championnats du monde d'haltérophilie. Alors comment ça se passe là-bas? Quelle est l'ambiance et comment vont nos petits Français? Alors l'ambiance, elle est une ambiance très très tendue puisque c'est une des dernières possibilités. Les places sont très chères pour se qualifier pour Paris 2024. C'est une des dernières possibilités. Donc on est sur pratiquement 1000 athlètes présents pour cette manifestation, avec des catégories de poids qui sont très recherché puisque sur un championnat du monde, normalement nous sommes sur 10 catégories hommes, 10 catégories femmes, et il n'y a que 5 catégories qui sont olympiques aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Donc la plupart des athlètes sont soit montés, soit descendus pour entrer dans les catégories éligibles sur les Jeux olympiques. Ah oui. Donc on a des catégories très chargées avec un niveau qui est à son paroxysme. Donc on est face à des barres dans les catégories éligibles qui sont d'un niveau, je pense même supérieur à ce que l'on rencontrera aux Jeux olympiques, puisque tous les athlètes veulent faire le maximum pour se classer parmi les 10 places à prendre pour chaque plateau olympique. Et alors nous on a des petites chances quand même, dis-nous par rapport aux Français et Françaises présents là-bas. Alors, au niveau des Français, nous avons donc Romain Imanouchen qui va débuter son plateau à 19h, heure locale, ce soir. Donc, lui va chercher un quota chez les moins de 89 kilos. Et chez les femmes, on devrait avoir donc Marie Ségué chez les 71 kilos. Qui, bon, malheureusement là aujourd'hui, elle vient juste d'avoir un problème au genou, donc elle devrait déclarer forfait. Voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'elle va se peser, puisque pour être éligible, il faut avoir fait 4 compétitions, avoir participé à 4 compétitions antérieures à la date des Jeux Olympiques pour pouvoir prétendre au quota olympique. Donc elle va quand même pouvoir se peser et ça sera compté comme une participation. Bon, il lui restera encore la Coupe du Monde en février à Phuket pour valider encore un quota. Voilà. Donc c'est une compétition là, ça va se dérouler sur toute la semaine, ça se termine dimanche prochain? Ça se termine dimanche prochain avec les super lourds, qui est donc elle une catégorie également olympique. Donc c'est les plus de. Habituellement, nous on concourt c'est les plus de 109 kilos, mais là le quota olympique a exigé que ce soit les plus de 102 kilos. Donc évidemment, il y aura que les super lourds. Un athlète qui fait 102 kilos, il va pas faire des perfs d'un athlète en plus de 109, puisque les plus de 109, la plupart font 150 kilos minimum de poids de corps. Donc ça monte même jusqu'à 180 kilos pour la star géorgienne actuellement. Donc les 102, à mon avis, il n'y en aura pas beaucoup de qualifiés pour les Jeux Olympiques. En tout cas, merci pour toutes ces infos. On va parler un peu plus technique tout à l'heure avec sur le plateau. On aura Clément Aidan et la jeune Leilou Yoré qui vient nous voir aussi tout à l'heure. Donc on va lui poser aussi des questions sur un peu ce qu'est l'haltérophilie. On sera content de t'accueillir à l'occasion au retour si tu veux venir faire un petit tour sur le plateau pour nous parler de ton expérience. On sera avec grand plaisir qu'on t'accueillera. On va te souhaiter merci d'avoir pris du temps pour ici on parlait de sport. On va te souhaiter un bon championnat du monde et on va croiser les doigts pour nos Français qui récupèrent un maximum de quotas et puis un grand, comme on dit dans le jargon, un grand merde pour les Jeux Olympiques en préparation. Merci. Leilou, bonjour.
sport. Et merci de venir dans cette émission. Et si on parlait de sport, on a les championnats du monde en ce moment. Je pense que tu les suis quand même un petit peu. Oui, un petit peu. Une première réaction par rapport à ces championnats du monde qui débutent. T'aimerais peut-être être là-bas déjà, toi? Ah oui, j'aimerais bien les voir en vrai. Ouais. Surtout que certains lives sont payants, donc on peut pas tout voir. C'est beaucoup de comptes rendus. Alors, tu as un peu une impression de ce qui se passe là-bas? Tu as pu des contacts avec des collègues là-bas ou des sportifs ou sportives que tu connais sur place? Oui, il y en a que je connais de vue. J'ai vu un petit peu leurs résultats. Et globalement, c'est assez satisfaisant. Beaucoup de records personnels. Et donc, c'est une préparation, je crois qu'il m'a expliqué qu'il y avait des points marqués pour les Jeux Olympiques. Oui, c'est ça? Exactement, oui. Et toi, t'en es loin de ça? Oui, très loin. Qu'est-ce qu'il te faut pour arriver à ce niveau-là? Il y a encore beaucoup de travail? Oui, il y a encore beaucoup de travail. Oui. Alors, il y a beaucoup de travail, mais tu es quand même une athlète de moins de 20 ans, donc catégorie 49-55 kilos, et tu as fini quand même 4e des derniers championnats de France. Oui. Donc, c'est quand même une belle performance. Oui, ça va. Et dis-moi, parce que moi je suis un peu impressionnée, qu'est-ce qui motive une jeune femme à se battre avec des barres de plus en plus lourdes? C'est vraiment le dépassement de soi et se voir s'améliorer en fait au fil du temps, voir ses barres augmenter petit à petit avec le travail et l'acharnement en fait. Et qu'est-ce qui t'a donné envie à l'origine de te lancer dans la haltérophilie? Parce que c'est quand même, pour moi, c'est Arnold Schwarzenegger, c'est quand même, voilà, c'est pas pareil. J'ai découvert ça par hasard et c'est vraiment la curiosité en fait qui m'a amenée là-bas. Et après, j'ai testé une première compétition et j'ai continué. Je suis tombée amoureuse du sport en fait. Addict d'un coup. C'est ça. Ok. Et quel conseil tu pourrais donner justement à des jeunes femmes qui aimeraient tester ça parce que, bon, alors, on n'a que le son, on n'a pas l'image, mais je peux confirmer que Leilou ne ressemble pas à Arnold Schwarzenegger, parce que c'est vrai que je pense que les femmes ont peur aussi de ça, de trop se développer. Quels seraient les conseils que tu pourrais leur donner? Quels seraient un petit peu les conseils, tout simplement? De ne pas avoir peur, qu'il faut oser, qu'avec l'haltérophilie, on ne va pas devenir un gros camionneur, que c'est vraiment tout en proportionnalité et c'est super en tout point de vue. Bon, ça c'est cool. Clément, en quelques mots, est-ce que tu peux nous faire une présentation justement de l'haltérophilie, de ces différentes disciplines? Je sais que pour certaines personnes, c'est principalement de la muscu. Justement, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Déjà, merci pour l'invitation, merci de nous recevoir. Donc, on a 2 disciplines, l'haltérophilie et la musculation, qui peuvent se pratiquer toutes les 2 en compétition. L'haltérophilie, c'est une discipline qui est olympique. Donc, on a 2 mouvements, l'arraché et l'épaule jetée, comme vous les avez cités. L'arraché, c'est amener une barre qui est au sol au-dessus de la tête en une seule étape. Et à l'épaule jetée, on va l'amener d'abord sur les épaules. Et ensuite, on va devoir l'amener au-dessus de la tête. Ok. Et donc la partie musculation, il y a des compétitions aussi, il y a d'autres pratiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors au niveau de la musculation, on a un circuit compétitif en France où on a des qualifications qui se font dans chaque région et puis ensuite on a une finale nationale. Ok. Et comment est organisée du coup l'haltérophilie dans le département ou dans la région? Alors, dans le département et la région, on a des clubs qui sont un peu sur tout le territoire, sur les différents points. On a en tout sur l'Occitanie 17 clubs. Et on a environ 6000 licenciés en compétition en France. On a donc 2500 licenciés en Occitanie. On a à peu près 40% de féminines. Donc ça, c'est aussi pour ça qu'on amène Lilou ici pour venir témoigner. C'est qu'on a quand même beaucoup de féminines dans la fédération, malgré les préjugés qu'on peut avoir. Alors j'atteste, elle n'a pas un gabarit de camionneur, ça je peux vous le dire. Donc je rassure les jeunes femmes qui écoutent, ça pose pas un problème. La jeune femme qu'on a en face de nous, voilà, elle est bien proportionnée, et elle est très bien, elle a le sourire, et c'est pas du tout une camionneuse. Donc voilà. J'ai pas peur de ses bras, ça va. Voilà. Et puis ce qu'elle n'a pas mentionné, c'est qu'on est une discipline à catégorie de poids. Donc il y en a vraiment pour tous les gabarits. Et c'est une discipline aussi qui est souvent confondue avec le culturisme. Vous avez cité Arnold Schwarzenegger, mais du coup... mauvaise pioche. C'est souvent ça, moi. C'est une discipline qui a trait à la musculation et au poids, mais qui est quand même complètement différente. On n'a pas du tout la même logique d'entraînement. Nous, on va travailler la force et la vitesse et la souplesse pour pouvoir passer sous la barre et se mettre en position pour la lever au-dessus de la tête. On ne travaille pas du tout les muscles de la même façon.
On revient juste parce que là, on parle un peu dans l'abstrait. On parlait de barres et on parle de poids. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez, parce qu'il y a des poids de différents... Comment ça se passe? C'est différents ronds, on les voit tous un peu à la télévision, pour ceux qui sont un peu néophytes. C'est des poids tous pareils, il y a des différents... Comment ça se passe? Parce qu'on les enfile à chaque fois. Enfin, chaque fois qu'on voit à la télé, c'est toujours des trucs énormes et tout. Et comment ça se passe? Vous choisissez au fur et à mesure? Comment vous montez? Techniquement, comment ça marche? Alors, on a du matériel qui est différent déjà pour les hommes et pour les femmes. Pour les femmes, on a une barre qui fait 15 kg et qui fait 2 mètres de long. Donc la barre toute seule? C'est ça, la barre toute seule. Et pour les hommes, on a une barre qui fait 20 kg et qui fait 2 mètres 20 de long. D'accord. Ensuite, on va la charger avec des disques qui font 45 cm de diamètre. Et on va charger toujours les plus lourds vers l'intérieur et les moins lourds vers l'extérieur avec un code couleur. Donc les rouges que vous voyez le plus à la télé, ils font 25 kg. C'est les plus lourds qu'on utilise. Et ensuite, on a 20 kg en bleu, 15 kg en jaune, 10 kg en vert. Alors, les loups, c'est quoi la règle? Vous mettez à chaque fois du 25 kg ou comment vous travaillez pour monter en puissance? Parce que j'imagine que si on vous met 5 trucs de 25 kg, ça ne doit pas marcher, ça. Non, effectivement. En fait, on a toute une préparation avant la compétition. Ouais. On va choisir nos barres de départ, etc. C'est généralement des barres qu'on maîtrise approximativement. Et après, on monte en fonction de l'athlète, s'il est capable d'enchaîner avec plus 3 kg ou plus 5 kg. Et vous faites quoi d'habitude? Plus 3, j'aime bien. Plus 3. Et donc, discrète, c'est quoi la maxi pour vous en ce moment? Alors, 58 à l'arraché et 70 à l'épaule jetée. Voilà. Ah, Audrey, c'est pas mal, hein? Eh ben allez, voilà. C'est bon, tu peux me jeter. Bon, impressionnant. Voilà, ça m'a scotché. Voilà, c'est important d'avoir ces petits détails parce qu'on voit des choses, mais on ne sait pas. Et en fait, là, maintenant, on a des poids et c'est important de se dire rouge 25 sera plus facile de calculer quand on voit ces trucs énormes. Souvent, chez les Chinois ou c'est les pays de l'Est, on les voit porter des trucs. La barre, elle fléchit, on ne comprend pas trop. Et donc, merci de ces explications. Je crois que c'était important. Et du coup, toi aussi, Clément, quels seraient les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui souhaiteraient pratiquer l'haltérophilie dans le département ou dans les régions? Et je leur conseillerais déjà de ne pas hésiter à aller à des initiations, faire des cours de découverte dans les associations qu'on peut avoir. Vraiment, c'est une discipline qui permet de travailler le corps entier, qui ne va pas forcément faire prendre de volume musculaire, qui ne va pas rendre difforme pour certains. On a ensuite des animations. Là, par exemple, le 16 septembre, à l'occasion des Journées du patrimoine, au Krebs de Toulouse, on va avoir le Pôle France relève olympique qui va mettre à disposition ses athlètes pour faire des démonstrations et pour faire des animations, des initiations. Il y aura par exemple un atelier aussi de posture pour apprendre à bien porter son sac à dos, par exemple. C'est bien, elle a besoin de savoir. J'aurais dû l'avoir avant de partir. Merci, c'est une bonne remarque. Justement, la question pour les parents qui peuvent s'interroger sur les problèmes éventuels qu'il peut y avoir avec les articulations. Quand on soulève avec les genoux, à quoi on peut répondre pour les rassurer par rapport à ça? Alors la réponse la plus simple, c'est que les consensus scientifiques les plus récents tendent à montrer que le travail avec charge additionnelle, même chez les enfants, il va renforcer les articulations, renforcer les tendons, les ligaments, permettre au corps de se développer en étant plus fort et justement à prévenir des blessures qui arriveraient plus tard. Alors bien sûr, tout ça, il faut le faire avec un encadrement qui est qualifié et le faire très progressivement. Avec une bonne préparation donc. C'est ça. Donc en fait, on peut suivre le parcours de Lilou et c'est bon quoi. Bien sûr, et puis ce que je vais préciser aussi pour rassurer les parents, c'est qu'au niveau des jeunes, on ne pratique pas l'haltérophilie comme on l'a fait pour les adultes. On va commencer avec des barres d'initiation qui sont beaucoup plus légères. On va commencer même au début avec des bâtons, des manches à balai, tout simplement, apprendre le geste. Et après, une fois qu'on a appris la technique et qu'elle est valide, qu'on voit que le jeune arrive à faire la pratique en sécurité, là, on va commencer à mettre des charges. Et donc, du coup, à partir de quel âge les enfants peuvent commencer ? Alors la catégorie la plus jeune qui peut faire des compétitions, ça va être les moins de 13 ans, mais ça va être des compétitions où on a une limite, on ne peut pas monter en charge trop, on a 2 kilos maximum entre 2 tentatives. Et ensuite, après, à partir des moins de 15 ans, on a des compétitions qui ressemblent un peu plus à ce que font les adultes. Ok. Donc pour retrouver tous les renseignements, le site internet. Oui, donc on est sur occitanieffhm.fr, on a tout le calendrier avec les compétitions et les animations. Et donc rendez-vous samedi 16, c'est ça ? C'est ça, samedi 16 au Krebs de Toulouse pour l'initiation et pour le port de sac à dos et de sac tout court. Merci à tous les trois, pour vos analyses et vos témoignages. Et en tout cas, bonne continuation pour le développement de l'haltérophilie dans la région. Vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Et puis, Leïlou, on va te suivre. Et en tout cas, on t'encourage. Bravo déjà pour ces premières performances et de tout cœur avec toi aussi dans ta pratique. Merci.
Place maintenant à la chronique Sport et Entreprendre avec Laurent Garnier, dirigeant de l'entreprise LG Consultant, au micro de Pauline Gaston-Conduit. Et si on parlait de sport, la chronique. Et oui, aujourd'hui, c'est une nouvelle chronique Sport et Entreprendre avec Laurent Garnier, dirigeant de l'entreprise LG Consultant. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline. Alors, tu es à la tête de l'entreprise LG Consultant, productrice de l'émission Et si on parlait de sport. Qu'est-ce qui t'a poussé à créer une telle structure ? Probablement l'envie de mettre mon expérience au service des autres. J'ai passé plusieurs années au sein du journal L'Équipe, plus de 15 ans, et à la direction par la suite d'une agence de communication. J'ai été au contact de plusieurs radios. J'ai été aussi à la tête d'une communication d'une association nationale de jeunes. Ça m'a permis d'apprendre plusieurs domaines, tant sur le plan de l'organisation, du journalisme, de l'informatique, de la communication, du marketing, du développement et de l'événementiel. Tous ces secteurs d'activité que j'ai pu faire et apprendre tout au long de mes années. Et avec le recul, j'ai appris que rien n'est facile et il faut en permanence se battre positivement à l'image d'un sportif. Parfois tu gagnes, parfois tu perds. L'important, c'est d'avancer et d'apprendre de ces expériences. C'est ce qui m'a motivé pour aujourd'hui me relancer à travers cette structure de consultant. Et c'est pas une agence de communication, c'est une agence de conseil. Et j'ai envie d'aller vers les autres, leur apporter peut-être des idées, des soutiens et leur expliquer, voilà, là, on peut faire comme ça. Maintenant, l'expérience, elle s'acquiert par soi-même. Mais en même temps, si on peut de temps en temps tendre la main et aider ou donner des petits coups de pouce, voilà, c'est ce qui me motive aujourd'hui. Et justement, l'émission Et si on parlait de sport, c'est une création originale, un concept innovateur. Pourquoi s'être lancé dans une telle aventure ? Simplement parce que j'en avais envie, que c'était probablement le bon moment. C'est aussi l'objet de belles planètes qui s'alignent, de belles rencontres qui font qu'on se dit ça y est, on y va. La Coupe du Monde de rugby, les Jeux Olympiques en France, je me suis dit il faut faire quelque chose avec ce sport. La première porte à laquelle j'ai frappé, elle s'est ouverte en grand. Ça a été le déclic. J'avais un projet, il fallait des personnes qui y croient et qui me fassent confiance. Brigitte Linder, présidente du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, a été une de ces personnes et je l'en remercie aujourd'hui. Grâce à une petite équipe de passionnés avec qui on a réussi à réaliser 14 émissions d'une heure et accueilli 28 sports différents, près de 60 personnalités, de dirigeants sportifs. L'émission, aujourd'hui, elle existe, elle a son audience qui augmente à chaque édition. Nous avons fait le pari de nous intéresser à tous les sports du bas en haut de la pyramide. L'ADN de cette émission, je crois que c'est la passion, les valeurs humaines et sportives, ce que le sport peut apporter aux femmes, aux hommes comme adrénaline positive à leur bien-être. C'est un peu le chapeau, c'est un peu l'idée qu'on veut développer à travers cette émission. Et si on parlait de sport, ça correspond bien à ce que aujourd'hui j'ai envie de faire passer, me faire plaisir et faire plaisir aux gens à travers une belle émission où chacun va pouvoir s'exprimer. Voilà, une fois qu'on a posé le fondement de ces émissions, qu'on sait où on veut aller, que les personnes qui m'entourent et celles qui participent à l'émission ont aussi ces idées-là, il faut aussi la rendre viable. Et donc c'est un peu ça aussi l'idée de cette émission, c'est de faire que ce projet reporte principalement sur du partenariat. Donc voilà pourquoi j'ai lancé aussi cette émission, c'est de dire on est capable de faire des choses, on est conseiller, on est consultant, mais on peut aussi vous proposer des choses. J'ai envie de proposer aux chefs d'entreprise qui nous écoutent et qui investissent dans le sport, qui pratiquent eux-mêmes et en famille, qui portent au travers leurs entreprises des valeurs du sport, de venir nous rencontrer. Pourquoi pas investir dans leur propre chronique ou leur émission. On sera content de les accueillir, ils pourront prendre la parole, parler de ce lien avec le sport et de son bien-être. Ça sert à quoi d'investir dans des clubs ou des organisations sportives si on n'explique pas au-delà de la simple retombée publicitaire sa démarche. C'est un petit peu ça l'idée, Pauline, que j'avais envie de développer à travers cette émission. C'est avancer, on a de beaux événements, on est capable de faire des belles choses en France, ressortir vers le haut le positif de ce que la France est capable de faire. Mais ce positif, il n'est pas uniquement dans le haut niveau, il est aussi dans ce qui se passe en bas. Et en bas, c'est pas péjoratif, c'est tous ces gens de valeur qu'on a reçus, ces gens qui sont sur le terrain, ces entraîneurs, ces dirigeants qui passent leur temps, qui passent quasiment une partie de leur vie à s'occuper des autres. Ceux-là, je me suis dit un jour, ils ont droit à la parole. Et si on parlait de sport, mais à tout le monde. C'est un peu ça l'idée. Le projet, vous aimez le sport, vous voulez on en parle à tous les niveaux, ou vous voulez en parler, rejoignez-nous comme partenaire de l'émission Et si on parlait sport. Voilà, c'est un appel que j'avais envie de lancer, c'est à travers cette petite chronique sur le sport. Rejoignez-nous, permettez à cette émission de prendre son envol et d'accueillir de plus en plus de personnes. C'est le projet qu'on porte au moins jusqu'aux Jeux Olympiques, voire plus loin, si vous êtes partant avec nous.
Et merci beaucoup à LG Consultant et à toi Laurent pour la conception et la production de cette émission. Et si on parlait de sport, pour te joindre, on fait comment ? Il y a 2 sites déjà, il y a le site de l'émission et si on parlait de sport.fr et puis il y a le deuxième site un peu aussi axé pour les professionnels, je vous encourage à aller voir ce que l'on fait, lg-consultant.fr et je serai heureux de vous accueillir et de faire un petit bout de chemin avec vous si vous le souhaitez et vous pouvez aussi faire un bout de chemin avec nous dans Et si on parlait de sport. Merci beaucoup. C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants avec Bernard Laguens et Freddy Janqui pour parler tennis de table. Et si on parlait de sport, mi-temps. Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la Haute-Garonne ? Alors ne cherchez plus. Le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact@cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport, deuxième mi-temps. Et retour sur le plateau de l'émission Et si on parlait de sport avec Bernard Laguens, vice-président du comité départemental de tennis de table de la Haute-Garonne et Freddy Janqui, conseiller technique de comité départemental de tennis de table et membre de l'équipe technique régionale de tennis de table. Bonjour à tous les deux messieurs. Bonjour. Donc merci déjà d'avoir accepté notre invitation pour nous parler donc de tennis de table. Et pour commencer, je vous propose de faire un petit point d'horizon sur l'actualité avec nos équipes de France hommes et femmes engagées dans le championnat d'Europe par équipe mixte à Malmö en Suède et également donc sur les championnats d'Europe handisport qui ont eu lieu. Donc si vous pouvez nous faire un petit punto et en tout cas en ce qui concerne le championnat actuel, ça a bien débuté avec une victoire pour l'instant 3-0 pour chacune des équipes. C'est ça, tout à fait. Alors pour l'instant, on a une équipe fille et une équipe garçon. Donc c'est des équipes de 3 et il y a 4 joueuses qui se sont déplacées et 4 joueurs. À chaque rencontre, c'est seulement 3 joueurs qui jouent et en fait, entre chaque match, on peut intervertir les joueurs. Donc sur les premières rencontres, l'équipe féminine a battu la Turquie 3-0 et elle a battu à la seconde rencontre l'Italie sur le score de 3-1 avec une petite contre-performance de la joueuse numéro 1 de notre équipe. Et ensuite les garçons, eux ils ont remporté leur premier match 3-0 sans concéder un seul set et dans le deuxième match ils devraient pouvoir s'imposer puisqu'ils jouent contre l'équipe qui est numéro 3 de la poule. Voilà, donc les deux équipes devraient faire première de poule et ce qui leur permettra d'atteindre les huitièmes de finale en sachant que pour les garçons, le tableau cette année, il y a une possibilité de médaille puisque on a dans l'équipe quand même des joueurs qui aujourd'hui ont un niveau mondial qui est quand même très intéressant avec 2 fusées montpelliéraines que sont Alexis et Félix Lebrun qui ont 15 ans et 20 ans. On va les amener un jour au micro, ça serait sympa. On pourra essayer. Après, aujourd'hui, très honnêtement, ils sont plus souvent à l'autre bout du monde que par ici. Mais pourquoi pas, ce sera avec plaisir. J'ai juste une petite question à te poser. Tactiquement, parce que tu me dis qu'il y a 4 joueurs, comment ça se passe ? C'est les tirages au sort ou c'est la stratégie ? Il y a une challenge de la part du coach qui dit « je mets tel joueur sur telle personne ». Comment ça se passe ? C'est exactement ça, en fait. C'est le capitaine d'équipe qui va choisir où il place les joueurs en essayant d'anticiper sur où les autres joueurs vont aller. Alors sur les phases de poule, il y a une partie un peu tactique qui peut se jouer sur les équipes, on va dire entre guillemets plus faibles, parce qu'en fait, si on se retrouve dans une triangulaire, derrière, vaut mieux avoir gagné certains matchs, même si on a perdu la rencontre au total. Donc en fait, il y a ce petit jeu-là. Après, nous, logiquement, on a une équipe... on va faire un petit cocorico 100% occitane puisqu'en fait on a 2 Montpelliérains et normalement Simon Gauzy qui était qualifié, qui a décliné l'invitation il y a 2 jours parce qu'en fait il va être papa. Donc c'est une belle raison, il a raison. Voilà, et Simon c'est le Toulousain.
puisqu'il a commencé vraiment ici. Donc il s'est fait remplacer par Jules Roland, qui est un jeune joueur qui commence à performer au niveau international. Et donc là, c'est le numéro 4 qui est devenu numéro 3, qui est Kanakuzu, qui est un joueur qui aujourd'hui est numéro 48 mondial. Super. Et donc du coup, pour les championnats aussi d'Europe handisport, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les résultats qu'il y a eu ? Alors, au niveau des championnats handisport, il faut savoir qu'on est un gros pourvoyeur, le tennis de table, de médailles aux Jeux paralympiques, parce qu'il y a toujours beaucoup de médailles en fait. Là, pour les championnats d'Europe, on revient avec 16 médailles au total, 2 titres, 5 argent et le reste en bronze. Et à noter qu'un joueur du TT Plaisançois, qui est Lucas Didier, ça parlera peut-être à certains nageurs, en fait c'est le petit frère d'Hugo, et qui est en équipe de France et qui en fait a fait une médaille de bronze dans son tableau au championnat d'Europe. Donc on peut le féliciter et on peut se féliciter des médailles qu'on a au niveau handisport. Ouais, c'est joli. Et du coup, comment se déroule une telle compétition de championnat d'Europe ? Est-ce que c'est pareil que pour les JO ou est-ce que c'est pas du tout le même fonctionnement ? C'est pas tout à fait la même chose parce qu'aux Jeux Olympiques, il y a très peu de joueurs. Il y a beaucoup moins de joueurs que sur les compétitions des championnats d'Europe. Donc en fait, les Jeux Olympiques, c'est la compétition ultime pour notre discipline comme pour beaucoup d'autres en fait. C'est celle qui sera la plus dure, mais c'est la plus belle à gagner. Donc, toujours autant de Chinois, d'Asiatiques qui sont là-haut, quoi. Chez les femmes, c'est certain. Il y a que des Asiatiques qui sont vraiment en haut. Chez les garçons, on voit de plus en plus, avec la multiplication des compétitions, des Européens qui viennent pointer le bout de leur nez et dont nos petits Français et nos petits Montpelliérains, puisqu'il faut noter que l'année dernière, Alexis a battu le numéro 1 mondial. Frère Lebrun, là, tu es en train de nous parler. Félix et Alexis, c'est ça. Et Alexis a battu le numéro 1 mondial l'année dernière, donc une perf énorme. On peut espérer un petit coup de pouce, championnat Jeux Olympiques. On peut tout espérer pour les Jeux Olympiques parce que même aux Jeux Européens, en fait, l'équipe masculine a fait une médaille. Sur les doubles mixtes, on est dans les meilleures paires mondiales aujourd'hui avec ces joueurs-là et on ne sait pas où ils vont parce que ça fait qu'1 an et demi qu'on les voit et ils ont doublé tout le monde. Donc, Alors du coup, on parle performance compétition. Est-ce que par rapport à justement le tennis de table, est-ce que vous pouvez nous présenter qu'est-ce que le tennis de table et quelles sont toutes les activités du tennis de table ? Alors, en tennis de table, on joue principalement en simple. La plupart du temps, je parle des compétitions. Principalement en simple, il existe le double mixte. C'est comme dans tous les autres sports de raquettes. La petite particularité, c'est qu'en fait, nous, aujourd'hui, le tennis de table se pratique essentiellement en compétition, en par équipe. C'est là où on a le plus de personnes qui participent. C'est du championnat par équipe de 4. Et à tous les niveaux, ça part du plus bas niveau départemental jusqu'à la Pro A. Et ensuite, en individuel, c'est plus des sortes de tournois, etc. C'est une question de motivation. Par équipe, on a une espèce d'engouement à jouer à plusieurs, c'est ça ? C'est ça. Et le tennis de table, c'est un petit peu le rugby de la raquette, moi j'ai envie de dire, parce qu'en fait, on aime se retrouver, on aime passer du temps ensemble. Il y a souvent des troisièmes mi-temps au tennis de table. Et c'est surtout la convivialité qui est importante, en fait. Donc du coup, est-ce qu'on peut quand même le faire en association, juste en mode, ou est-ce qu'on est obligé de passer en mode compétition, ou est-ce qu'on peut faire du tennis de table ? Alors, on peut faire du tennis de table de toutes les façons que l'on veut, et plus ça va, plus c'est comme ça. Parce qu'en fait, la fédération cherche à démocratiser et en fait à faire vivre aussi les tables en béton, les tables qui sont aux extérieurs, etc. Et il y a une vraie recherche d'utiliser ces parties-là. Après, derrière, il y a du loisir. Chacun peut vraiment évoluer au niveau qu'il souhaite. Monsieur le Président, je vois que tu fais plein d'activités. Ce que vient de dire la Freddy, donc tu trouves encore le temps de jouer au tennis de table ? Un petit peu. J'ai eu quelques problèmes de santé, mais je joue un petit peu. Alors, donc là, tu avais quelque chose à ajouter justement sur ce que vient de dire Freddy, je crois. Voilà, sur les compétitions, il y a les compétitions loisirs qu'on rencontre à la FFTT. Et donc, moi, je suis aussi à une autre fédération affinitaire qui est la Fédération du sport en milieu rural, où là, ce n'est que des compétitions loisirs avec un niveau limité et qui a des catégories un peu adaptées au milieu rural, comme la catégorie intergénération qui comprend un ou une jeune, une féminine et un adulte. C'est un peu une compétition familiale. Les espoirs mixtes qu'on ne rencontre pas dans les compétitions officielles, on mélange garçons et filles. Le harbat aussi. Le harbat qui était le tennis de table comme il se pratiquait. Alors là, ça y est. Moi, dès que c'est technique, il faut, je mets alerte pour nos auditeurs. Qu'est-ce que le harbat ? Le harbat, c'est le tennis de table qui se pratiquait il y a plus de 50 ans avec les raquettes à picot.
pas très chers qu'on trouve dans les grandes surfaces. Avec pas de mousse et en Pas de plastique mousse. sur le bois directement, le caoutchouc sur le bois directement. Voilà, donc il y a des compétitions loisirs Arbat. D'accord. Ça existe toujours, ça, ces raquettes-là existent toujours. Oui, on trouve dans les grandes surfaces, mais c'est les raquettes qu'on achète aux enfants. Qui fait un bruit qui est génial quand on veut se reposer. Voilà, ça fait tac, bien. tac, tac sur la table. Je vois très bien ce que tu veux dire. C'est un jeu différent du reste. On peut être bon au ping et à Arbat, ça change le niveau. Il y en a D'accord. qui sont plus adaptés que d'autres non. Il y a moins de slices et compagnie. Je pense Ah que oui, les il n'y a pas picots, trop d'effets. voilà, Non, c'est ça. C'est moins compliqué. Hein. Toute la différence est là. Et quels conseils vous pourriez donner aux personnes justement qui souhaitent pratiquer le tennis de table ? Adhérer à des clubs. Si on souhaite faire du tennis de table, bien sûr sur Internet, alors tous les clubs ont des sites Internet. Le site du CD est actuellement en construction, donc en fait on va pas le trouver là, mais il y a le site de la Ligue où il y a le site de la Fédération. Et en fait, il faut pas hésiter à venir pousser la porte des clubs. Dans tous les clubs, on peut faire des séances d'essai, etc. Et ce qui est à noter, c'est que en fait, nous, dans l'ensemble des clubs, il y a des professionnels. C'est-à-dire que on a 27 clubs aujourd'hui. Sur les 27 clubs, j'ai quasiment 25 où il y a des professionnels qui interviennent, que ce soit sur l'école de sport ou sur l'entraînement adulte. Et tu me parlais tout à l'heure en off d'une application qui a été lancée où justement on peut savoir où pratiquer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors ça, c'est tout neuf puisque ça a été lancé au mois de juillet et la Fédération française a lancé l'application FreePing by FFTT. Et au travers de cette application, elle est vraiment à destination des personnes qui souhaitent faire du tennis de table, que ce soit les instances, nous on n'a pas la main dessus du tout. En fait, chacun peut référencer la table où il pratique. Alors par exemple dans un parc, hop, j'ai vu la table, je peux la référencer et ensuite on peut s'organiser des compétitions comme on le veut. Là, il n'y a pas de règles, et on peut s'organiser des compétitions sur cette table-là. Mais on trouvera aussi, si ça nous plaît le tennis de table, les clubs géolocalisés sur l'application où on peut aller pratiquer en compétition. Super. Donc toi, Freddy, tu cumules aussi plusieurs missions sur le plan pro. Quelles sont les grandes lignes, et les grands axes de développement du tennis de table dans le département ou dans la région ? Alors aujourd'hui, les grands axes, ça va être principalement ceux développés par la Fédération française au travers de partenaires qu'on essaye de développer, par exemple l'UCEP, le sport en milieu scolaire, l'UNSS bientôt, je l'espère, le sport en entreprise, parce qu'en fait, on a des nouvelles pratiques qui sont proposées, comme le hardbat, il y a le TTX, alors pareil, c'est pareil, ouais. C'est quelque chose d'un peu spécial, avec des règles qui seront un peu différentes. Et avec des raquettes, là il n'y a que du bois en fait, et avec des règles un peu spéciales, avec la possibilité de gagner 2 points d'un coup, etc. Et en fait, si ça vous intéresse, vous trouverez le règlement, etc. au travers de petites vidéos sur l'application FreePing by FFTT. On a également le Ping VR qui se développe depuis l'année dernière, c'est-à-dire en réalité virtuelle avec un casque. Au travers de ces casques, il y a des compétitions qui sont organisées, donc on peut jouer contre des Chinois qui sont à l'autre bout du monde, etc. Et c'est une nouvelle pratique, il y a des championnats de France maintenant, et en fait le tennis de table a été un des premiers sports olympiques à participer aux Jeux olympiques de la réalité virtuelle. E-sport, comme au foot, c'est maintenant. C'est ça, ouais. C'est de l'e-sport. Par contre, on n'est pas assis avec ça bouge. Avec comme la Wii à l'origine. En fait, on est vraiment en train de pratiquer contre quelqu'un, mais dans un monde virtuel. La Wii avait développé ce type de choses déjà à l'époque, un peu où on bougeait autour. C'était un peu le principe. Ça a dû s'améliorer maintenant depuis. Ouais. Voilà, ça s'appuie sur une console de jeu en fait, mais la fédération est partenaire du développeur de l'application tennis de table, et donc on peut retrouver des choses comme ça. Super. Et est-ce qu'il y a des journées d'initiation ou est-ce que vous faites des choses un petit peu comme tout à l'heure, l'haltérophilie nous disait on fait la journée du patrimoine. Est-ce que vous avez des portes ouvertes ou des... Alors Président, il veut pas trop parler. Hein. C'est technique, il connaît bien tous les calendriers. Vous pouvez retrouver l'ensemble des clubs sur les forums des associations, parce que tous les clubs en fait sont présents sur les forums des associations. Si jamais il y en a pas sur votre commune, n'hésitez pas à regarder sur les communes à côté. Et ensuite, tous les clubs font des portes ouvertes, comme je le disais tout à l'heure. En fait, on peut aller voir, une fois qu'on a trouvé le club, on peut aller voir, il y a des séances d'essai, on vous explique tout. Et c'est des professionnels qui sont présents. Donc, en début d'année, il ne faut pas hésiter.
Super. Un dernier mot, Monsieur le Président. Qu'est-ce qui t'a donné envie de continuer justement depuis des années à t'investir à fond dans le tennis de table et qu'est-ce qui t'éclate dans le tennis de table? Oui, l'encadrement, s'occuper des jeunes. Peut-être on n'a pas parlé du tennis de table au féminin, mais on peut parler des dirigeants au féminin parce qu'il y a pas mal de dirigeants et de clubs donc, qui ont une présidente. Donc, je passe à l'Occitanie où la présidente est Marion Veil de la SPTT. La présidente du CD31, c'est une dame, c'est Diane Broyer. Et dans plusieurs clubs, les sont présidés par des filles, des féminines. Ok, ça c'est une bonne info. On devait venir aujourd'hui avec une jeune qui n'a pas pu venir à cause de l'école, mais... Ça sera l'occasion de revenir nous voir, il n'y a pas de problème. Et toi, du coup, qu'est-ce qui t'a éclaté alors qu'est-ce qui te passionne à faire le tennis de table depuis des années comme ça? Surtout d'accompagner les jeunes. J'ai tout le temps accompagné des jeunes. Je fais du bénévolat de tennis de table. Je suis à la Fédération du sport mondial depuis la création, c'est-à-dire début des années 80. Et c'était pour s'occuper des jeunes. C'était pas moi personnellement. C'était pour encadrer tout le temps des jeunes. Et notamment, moi, je suis dans un club où il y a eu beaucoup de féminines. Et des féminines qui maintenant sont adultes, que j'ai eues lorsqu'elles étaient jeunes, et leurs filles jouent au tennis de table, c'est la suite. Super, donc que vous soyez une fille ou un garçon, que vous aimez taper la raquette, c'est parti. Donc Free Ping by FFTT, c'est ça. Et après, vous pouvez retrouver le comité, la Ligue Occitanie du tennis de table, toutes les infos. En tout cas, merci à tous les deux pour ces échanges et pour vos analyses des championnats d'Europe. Une bonne continuation pour le développement du tennis de table. Et comme pour tout le monde, vous êtes vraiment les bienvenus quand vous voulez dans l'émission. Merci, et alors attendez, maintenant vous allez passer sur le grill parce que c'est la prolongation avec Audrey. Et le quiz. Et si on parlait de sport, la prolongation. Et donc on retrouve Clément, Leilou, Bernard et Freddy pour notre prolongation autour d'un quiz. Donc pour les amateurs, est-ce que vous le connaissez ou pas, le fonctionnement de notre super quiz? Non. Alors je vous explique. Donc Clément et Leilou, vous allez avoir un quiz du coup sur le tennis de table. Donc si vous avez été bien attentifs, ça va être facile. Et du coup, Bernard et Freddy, vous aurez forcément un quiz sur l'haltérophilie. Vous êtes prêts? On est prêts. Oui. Alors on va commencer par l'haltérophilie. Donc Bernard et Freddy, comment appelle-t-on la technique de base pour travailler les biceps? Alors il y a plusieurs réponses. Les tractions, le soulevé de terre, le curl ou les pompes? Les tractions. Alors après, si je me trompe, vous me corrigez, mais normalement non, c'est le curl. Oui, c'est ça. Super. Deuxième question, quels muscles principaux sont-ils sollicités lorsque l'on fait justement des pompes? Les dorsaux, les pectoraux, les abdominaux ou les biceps? Pectoraux et abdominaux. C'est les pectoraux en premier. C'est ça? Vous confirmez tous les deux? Oui, c'est ça. Super. Dernière question, en plus j'ai parlé de lui. À quelle nationalité de quelle nationalité est Arnold Schwarzenegger? Autrichien, polonais, hongrois ou belge? Autrichien. Bravo. Bravo messieurs, 2 points à 0. Enfin 2 points pour vous. Donc c'est parti. Leilou et Clément, vous êtes prêts? Oui. Comment appelle-t-on un pratiquant de tennis de table? Un tennisman de table, un pongiste ou un chinois? Un pongiste? Oui. Bravo, bonne réponse. C'est pas moi qui ai choisi les quiz, hein. Je tiens quand même à préciser, je trouve mes questions dans des vrais quiz sur Internet. Hein. Quelle est la hauteur d'une table? 76 cm, 76,25 cm ou 76,75 cm? 76. Bravo. La largeur de la table, alors après moi j'ai eu les calculs, hein. 1,52 m de large, longueur 2,74 m et hauteur du filet 15,25 cm. Et tu confirmes? Bon, c'est très précis. Troisième question, combien faut-il de points pour gagner un set? Sauf si on réussit à avoir 2 points d'écart. Hein. Ok? 11 points, 15 points ou 21 points? 11 points. Bravo Leilou. Bon, c'est une victoire pour l'haltérophilie. 3 réponses à 2. Merci en tout cas à tous les 4. C'était un bon moment de quiz. Et si on parlait de sport, fin du match. Et oui, fin du match et de cette 14e émission avec les grands rendez-vous de la semaine prochaine dans l'agenda des sportifs, Pauline.
Et oui, en ce qui concerne l'agenda sportif de la semaine, jusqu'au 16 septembre, il y a l'Euro masculin de volley en Italie, Macédoine du Nord, Bulgarie et Israël. Jusqu'au 17 septembre, il y a du cyclisme toujours avec la Vuelta, le Tour d'Espagne. Un sport qui change un peu, vous pouvez retrouver les championnats du monde de pétanque individuelle, doublette féminin et masculin, la doublette mixte, la triplette masculin et le tir de précision jusqu'au 17 septembre à Cotonou, au Bénin. Toujours jusqu'au 17 septembre a lieu les championnats du monde d'haltérophilie en Arabie Saoudite dont on a parlé aujourd'hui dans l'émission. Jusqu'au 28 octobre, il y a aussi la Coupe du monde de rugby en France avec ce jeudi 14 septembre une rencontre entre le 15 de France et l'Uruguay pour ce deuxième match de poule. Jusqu'au 17 septembre, vous pouvez suivre les championnats d'Europe de tennis de table en Suède. Le 17 septembre, vous pouvez regarder de la Formule 1 avec le Grand Prix de Singapour. Puis le dimanche 17 septembre en football et la Ligue 1, le TFC se déplace à Marseille. Enfin, à partir du 16 et jusqu'au 24 septembre se déroulent les championnats du monde de lutte à Belgrade en Serbie. Et alors, dimanche 17 septembre, à partir de 14h30, une reconstitution exceptionnelle d'un match de rugby d'époque. Et nous serons sur place avec Pauline et monsieur Bernard Pujol pour commenter cet événement dans le cadre de la Coupe du monde de rugby. Pour terminer la semaine en beauté, donc dimanche 17 septembre, nous vous proposons une émission spéciale sur la thématique patrimoine vivant et patrimoine du sport avec la Cité de l'Espace. Émission à l'envol des pionniers, qui ouvre gratuitement ses portes pour le 40e anniversaire des Journées européennes du patrimoine à l'occasion de la Coupe du monde de rugby 2023. L'envol des pionniers reconstitue un match de rugby des années 1920. L'équipe Breguet affrontera l'équipe Latécoère. Le rendez-vous est donné aux supporters dès 14h30 pour voir la parade des joueurs. On vous attend nombreux. Et la semaine prochaine, Pauline, le programme pour notre 15e émission, aux armes citoyens avec le programme des championnats du monde de tir sportif qui ont lieu du 14 août au 3 septembre 2023 à Bakou en Azerbaïdjan. On reviendra sur cet événement. Pour tout nous expliquer, nous recevrons Jean-Luc Gillet, président du comité départemental de tir de la Haute-Garonne. Deuxième mi-temps de l'émission, nous embarquerons à bord d'un canoë-kayak avec Tanguy Offray, président du comité départemental de canoë-kayak de la Haute-Garonne, et Léon Vuitton, champion du monde moins de 23 ans en kayak slalom. Ils nous parleront de ce sport et de ses nombreuses spécialités. Merci à Clément Adam, à Leilou Lauré, à David Bossian, à Bernard Laguens, à Freddy Janqui, à Philippe Laurent et à notre super chroniqueur du jour Laurent Garnier pour votre participation. Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura plu. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne pour son aide précieuse dans la réalisation de cette émission. Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 14e émission. Donc Pauline, Marin, Sébastien et notre partenaire informatique Semperconnect pour ses conseils avisés. Merci Audrey, merci Laurent. Et merci à toi Pauline. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de « Et si on parlait de sport la semaine prochaine ?»